Bonjour, comme c'est le petit déjeuner des TIC, je vous dis bonjour et on commence précisément à l'heure avec quelques minutes quartiennes de retard. Aujourd'hui, donc, M. Ali Kahlan de la société Satlinker va nous faire évidemment un exposé sur le développement des TIC et la transition numérique en Algérie. Vous savez bien que c'est un sujet qui est brûlant d'actualité avec l'arrivée de la 3G. Nous allons avoir comme modérateur M. Radwan Hamza de Alter, qui vit au Canada, et évidemment lui baigne dans les TIC et il se dit bon, un saut dans la préhistoire des TIC ça fait du bien de temps en temps, c'est pour ça qu'il vient nous rendre visite en Algérie. Donc on va s'armer de quelques outils préhistoriques pour pouvoir expliquer l'importance des TIC, n'est-ce pas? Parce qu'ils n'ont pas encore compris encore. Alors, donc, merci encore une fois à tous d'être venus et merci à notre sponsor, la Fondation Friedrich Naumann, de nous accompagner dans la conduite de ces petits déjeuners. Et une heure et quart d'écoute, de plaisir intellectuel. À tout à l'heure. Merci. Bonjour. Salam alaikum. Alors, conformément à sa mission, CARE accueille Dr Ali Kahlan, qui va nous parler du développement des TIC et de la transition numérique. Un sujet qui devrait nous intéresser à tous, tant nos vies et nos professions semblent en être imprégnées et irrémédiablement touchées. Mais avant de lui donner la parole, je vais prendre le temps d'introduire Dr Ali Kahlan et rapidement mettre un contexte autour du sujet. M. Kahlan a étudié en Algérie au Centre d'études et de recherche en informatique, actuellement École nationale supérieure d'informatique, ex-série, ex-INI. Il a obtenu son doctorat en informatique de l'université d'Uxbridge au Royaume-Uni. Il a contribué de diverses manières à l'introduction des TIC en Algérie, notamment en contribuant de manière active à l'introduction dans l'informatique au sein de l'armée algérienne. Il a contribué à la promotion, l'adoption et l'utilisation des TIC à travers des communications, des conférences et des initiatives visant la vulgarisation tout azimut et a été rédacteur en chef, entre autres, de la revue informatique L'Ordinateur. Dr Ali Kahlan est fondateur de l'entreprise Satlinker, il en est aussi le PDG, une société algérienne à la pointe des technologies de l'Internet, de la vidéoconférence et de la voix sur IP. Il est aussi membre depuis 2009 du Conseil supérieur permanent de la recherche et du développement des TIC au ministère de la Poste et d'éthique, ainsi que de la Commission nationale du très haut débit au même ministère, et ce depuis 2011. Il a fait partie des 7 chefs d'entreprise algériens invités par Barack Obama au premier sommet présidentiel sur l'entrepreneuriat qui s'est déroulé à Washington en avril 2010, et il est le président de l'Association des fournisseurs des services Internet. Il est membre de NEBNI, notre Algérie bâtie sur de nouvelles idées, depuis 2011, et du Club CARE, Cercle d'action et de réflexion autour de l'entreprise. Tu aurais dû commencer par ça, et ça aurait tout résumé. Depuis 2012. Mais non. Nous avons donc en Dr Ali Kahlan un acteur de la dynamique des TIC en Algérie, et ce depuis quelques décennies. Maintenant, pour mettre un contexte autour de la présentation, je vais dire quelques mots. Ceux de ma génération qui ont été témoins du développement des technologies de l'information et des télécommunications se rappelleront, non sans pincement de cœur, que nous avons raté beaucoup de rendez-vous avec le développement des TIC en Algérie. Pour cela, je vais vous raconter une petite anecdote. Jeune, il m'arrivait d'accompagner mon père, qui était chef de service à la SNED, dans ses bureaux. Je devais avoir
10-12 ans, c'était au milieu des années 60. Et les bureaux étaient sur le boulevard Zéro Youssef, je pense, à l'époque, et c'était un endroit très agréable. Il était au premier étage, mais au rez-de-chaussée, il y avait un espace très intéressant, une grande salle blanche, très très propre, des gens habillés en blouse blanche qui se promenaient, et on se demandait qui c'était ces gens-là qui... Ben, c'était des informaticiens, et l'endroit, c'était le centre de calcul de la SNED. La SNED qui fut la première société nationale, la première société ex-Hachette, et qui fut nationalisée dès 1963. Donc c'est la première société nationale. Et quelques décennies plus tard, mon père m'expliquait qu'en ce temps-là, les périodes étaient bouclées quelques jours après la fin du mois, les périodes comptables, je parle. Et dans les 10 jours qui suivaient cette période, à l'échelle nationale. Donc on avait un bilan, un compte d'exploitation quasiment en temps réel pour l'époque. Plusieurs décennies plus tard, en 1992-93, je réalisais mon premier projet en Algérie pour une grande société nationale. Et c'est là que j'ai eu une première interaction avec l'informatique, l'organisation et la gestion. L'essentiel des processus était traité manuellement. Les processus de clôture de fin de période n'existaient plus, ou presque plus. Certains formulaires utilisés dataient de 1948. Je me parle de 1992-93. On utilisait encore ces formulaires-là. Les bilans étaient produits 2 ou 3 ans après la fin de l'exercice fiscal. Et les rapprochements accusaient plusieurs années de réception. Cette nouvelle tendance était annonciatrice des choses à venir. Vous avez peut-être lu récemment que nous avons été délégués à la 131e place dans le classement mondial 2013 des technologies de l'information et de la communication, après avoir occupé le 118e rang en 2012, a indiqué le nouveau rapport du World Economic Forum. Sachant la corrélation étroite entre le développement des TIC et le développement de tous les autres secteurs, il y a de quoi être inquiet. D'autant plus que des efforts budgétaires avaient été consentis dans le passé à ce secteur, bien inférieurs bien entendu à la moyenne mondiale et bien inférieurs à ce que nos voisins dépensent dans ce secteur. Secteur qui me semble être en panne de vision. Je n'en dirai pas plus, et pour nous éclairer sur cette tendance, je vais laisser le soin au Dr Ali Kahlan pour nous expliquer les tenants de cette dynamique et peut-être nous suggérer quelques pistes pour en sortir. Merci. Allez, à toi. Bonjour et merci d'être venu. Je dois surtout me sentir privilégié de pouvoir parler du développement des TIC dans notre pays, parce que c'est un grand dessein, c'est un grand projet, c'est un grand objectif. Et malheureusement, on passe notre temps à en parler régulièrement tous les 5-10 ans. De nouveau, on pense à notre politique, à notre stratégie des TIC. Comme disait Redouane, je crois que peut-être que le moment est venu de se dire, bon bah, il faudrait peut-être commencer à la faire au lieu uniquement de penser à la projeter et puis réfléchir à une stratégie. Je voudrais, comme l'a fait aussi Redouane, revenir un peu en arrière, mais très rapidement, pas tant pour pleurnicher et se dire on était bien, maintenant on l'est moins, c'est beaucoup plus pour prendre des repères, à partir desquels on se dit, bon ben, on était là, on devrait pouvoir aller plus que ce que nous avons déjà fait. Donc je vais prendre quelques points de repère, et puis à partir de là, voir qu'est-ce qu'on peut faire pour finalement arriver à asseoir une véritable politique des TIC pour que notre pays sorte finalement de cette ornière qui perturbe. Donc mettre en place les préalables
qui sont universelles, donc tout le monde les a déjà expérimentés, qui ont donné des résultats, identifier les processus qui vont nous permettre d'avancer, et surtout les principes et les appliquer. Et mettre en place donc une démarche pragmatique, parce que jusqu'à présent, toutes les démarches qui ont été essayées, à part celle qui date d'une quarantaine d'années dont je vais parler tout à l'heure, n'ont été que des vœux pieux. On lance des plans, on lance des programmes, et en fait, en fin de course, il n'y a rien. Et enfin, des recommandations. Donc je vais rapidement parler de 4 décennies. Les années 60, le Douane en a parlé tout à l'heure en parlant de l'exemple de la SNED. Effectivement, c'est un héritage colonial. La France, quand elle est partie, elle nous a laissé quelques ordinateurs que nous avions complétés. Il y avait encore beaucoup l'ère mécanographique, et Hachette utilisait encore de la mécanographie dans les années 60. Tout de suite, toujours dans les années 60, juste après l'indépendance, il y avait des personnes qui étaient là, qui se sont dit, il nous faut un plan, il faut qu'on sache où on va. N'oubliez pas que le mot informatique n'existait que depuis quelques années à cette époque-là. Nous, on était déjà ici, on savait déjà qu'il fallait qu'on s'informatise. On était un jeune pays, on avait besoin de tous les moyens, et on voulait sauter des technologies pour aller vite. Des gens de l'époque l'avaient compris, et ils avaient créé le fameux commissariat national à l'informatique. Je pense, je ne me trompe pas en le disant, qu'on était le seul pays en Afrique, peut-être même dans le monde arabe, à avoir cette vision de ce que peut apporter l'informatique à un pays comme le nôtre, sous-développé, on dit émergent. Donc, politique nationale à travers le commissariat national à l'informatique. Fondation d'une école pour former la ressource humaine, parce qu'il ne s'agit pas uniquement de lancer une politique sans avoir les moyens de cette politique. Donc, l'ouverture, fondation du centre d'études de recherche en informatique, donc une école de formation, une école professionnelle, d'ailleurs qui n'était, à l'époque, elle ne relevait pas de l'université, du ministère national supérieur de la recherche, elle relevait d'un ministère, le ministère du Plan. L'anecdote, c'est que en relevant du ministère du Plan, elle aurait beaucoup plus facilement accès à l'argent et donc pouvoir avancer beaucoup plus vite que si elle relevait d'un ministère à budget qui prendrait beaucoup plus de temps pour la faire bouger. Donc, c'était la première école d'informatique en Algérie, en Afrique et même dans le monde arabe. Création du CNTI, parce qu'effectivement, il fallait aller en phase. Il y a un commissariat qui est créé pour l'informatique, pour la politique. Il y a une école qui forme des techniciens et des ingénieurs. Mais entre-temps, il faut que l'informatique soit utilisée, il faudrait qu'on avance. Donc, un centre national de traitement d'information, pour ceux qui n'ont pas les moyens d'avoir leur informatique. Donc, tout ça était lancé en phase. Et en fait, on ne s'arrêtait même pas là. C'est que le CNI s'est même lancé dans des projets de construction d'ordinateurs, de mini-ordinateurs à l'époque. Le Mitra 15, pour ceux qui se rappellent la préhistoire, c'était un mini-ordinateur, Mitra 15, Mitra 125, qui était monté en Algérie. On s'est lancé aussi dans la construction de modems. Imaginez, 40 ans, 50 ans plus tard, rien, toujours rien. Alors, et on avait même un statut honorable du fait qu'on était précurseur au niveau de l'UNESCO. L'IBI, c'est l'International Bureau of Informatics, je crois, dont un membre important d'Algériens était donc dans ce corps. On avait une reconnaissance à l'échelle internationale, lancement de grands projets, donc c'est à cette époque-là que l'informatisation du CCPC s'est faite, la Sonatrach, bien évidemment, Air Algérie et d'autres sociétés comme la SNED, mais qui était un peu précurseur d'après ce que disait le Douane. Et évidemment, l'école, le centre d'études de recherche en informatique, était en train de former des centaines de techniciens et d'ingénieurs tout le long. Donc, à l'instar de la politique et de l'économie, effectivement, l'informatique à l'époque était planifiée, réglementée et contrôlée. Toujours, donc les années 80, là, on a vu le lancement des premières sociétés privées de services informatiques. Il y a quelques-unes qui continuent. Asten, malheureusement, n'existe plus depuis une dizaine d'années, mais Technosoft existe toujours. C'est bien, ça montre que le privé peut réussir et peut durer. Sigma Informatique n'existe plus, mais il y a quelques autres. Fondation aussi des premières sociétés de services informatiques étatiques, telles que les ASIL, les NORI informatiques. Et le CETIC est le seul, actuellement, qui existe toujours. Et son PDG, c'est toujours le même, et il a été nommé par Boumediene. Donc c'est fantastique, ça veut dire aussi que dans l'étatique aussi, on arrive à durer comme dans le privé. Alors que, malheureusement, les problèmes commencent très vite. Dans les années 80, le CNI disparaît. L'ENSI donc est créé, l'entreprise nationale des systèmes informatiques.
Et donc, elles s'enferment dans des pratiques commerciales, donc ça devient une entreprise commerciale. Du coup, il n'y a plus de stratégie, il n'y a plus de programme, il n'y a plus de plan. Donc on ouvre un peu le marché, et puis on se dit l'informatique, bon bah, elle va se faire toute seule. Malheureusement, le futur va nous démontrer le contraire. Évidemment, importation de matériel, le plan national informatique n'est plus suivi. Le plan qui avait été élaboré dans les années 60-70. Alors l'avènement de la micro, évidemment, installe une gabegie incroyable, parce que tout le monde achète tout et n'importe quoi. Et évidemment, on assiste à ce que les institutions qui sont mises en place sont détournées tout simplement de leur mission, et tout le monde va un peu dans tous les sens, sont dans un cadre de référence. L'informatique donc devient donc libérée, effectivement, mais complètement anarchique. Les années 90, d'abord suppression du monopole sur le commerce extérieur, c'est bien sûr une très bonne chose. L'ANSSI donc accède à l'autonomie. 200 opérateurs informatiques, une quarantaine étatiques, 120 privés, et les étrangers qui reviennent, qui commencent à s'installer. Mise en place du fameux projet des ZPAC, qui en fait a été fait en même temps que le projet français, mais qui n'a jamais été utilisé. Le bug 2000, bon, on en a beaucoup parlé dans les années 90, mais en fait, comme partout dans le monde, hein, de toute façon, il n'a pas fait grand-chose à part quelques petites touches à l'époque. De toute façon, nous, il ne nous a pas touché du tout, parce que j'estimais qu'à l'époque, on était loin d'utiliser l'informatique. Alors que le piratage du logiciel, c'est à ce moment-là qu'il commençait à faire rage. Pratiquement pas de développement de logiciels, acquisition de logiciels de gestion à l'étranger, hein, tout ce qui était banque, grande entreprise, assurance et tout le reste. Beaucoup d'ingénieurs et de techniciens sont formés, malheureusement pas assez de débouchés, et c'est là que commence l'hémorragie, c'est là qu'on commence donc à perdre beaucoup de nos ingénieurs et techniciens en informatique, et la majorité se retrouve au Canada. L'absence de réglementation dans les normes fait que c'est dû tout simplement au contexte à l'époque qui était très très perturbé. Comme vous le savez, les années 90 sont très claires. Alors, l'informatisation des modes de fonction administratifs, économiques et sociales, effectivement, sont à peine effleurés, et personne ne pense à quoi que ce soit. On essaye tout simplement de survivre, de faire avec. L'Algérie donc n'a pas réussi son entrée dans le monde des TIC en quittant celui de l'informatique. Les années 2000, ce que moi j'ai désigné comme étant le réveil, parce qu'il y avait l'espoir, il y avait plein de choses qui se sont passées dans les années 2000. Mais en fait, quand on est arrivé à la fin des années 2000, on s'est senti qu'on était un peu sonné, c'est une espèce d'anesthésie qui nous a repris. Effectivement, c'était bien parce qu'il y avait une déréglementation de la Poste et Télécom, création du groupe Algérie Télécom, et surtout du régulateur BRPT. La DSL, qui vient donc vers les années 2003, qui nous met quand même au niveau des autres pays, et surtout nos voisins, on était pratiquement au même niveau, nos voisins étaient au même niveau. L'infrastructure avançait à grands pas, un maillage de fibre optique impressionnant, on se fait même le luxe d'aller vers le Nigeria, donc c'est fantastique, on est capable d'aller à l'extérieur, c'est qu'on a réglé nos problèmes à l'intérieur. Pénétration record dans la téléphonie mobile, 97-98%, des ISP qui commencent, donc qui ont été agréés, qui commencent à travailler, c'était vraiment quelque chose de fantastique. Malheureusement, toujours dans les années 2000, les ISP, moins de 5% de ces ISP réussissent à prendre à peine 5% du marché de l'Internet, parce que le reste est pris par l'opérateur historique, et les ISP n'arrivent absolument pas à trouver leur place. La préférence à l'acquisition du matériel prédomine complètement, et on achète du matériel pour acheter le matériel. Évidemment, c'est ce qui vient après, c'est une sous-utilisation, et puis la ressource humaine qui part dans tous les sens, et très souvent à l'étranger. L'utilisation de l'Internet, il est bien entendu, n'ayant pas de contenu algérien, on va chercher le contenu à l'étranger, et surtout, le corollaire, c'est que la désaffection totale de notre domaine national, le point des aides, qui est justement fait pour aider le développement du contenu algérien, et il est complètement laissé à l'abandon. Les capacités de conception et de développement des logiciels, systèmes d'information et de sites web sont évidemment dérisoires, du fait de manque d'infrastructures, du fait de désaffection totale et une déperdition totale de la ressource humaine. Les capacités d'exportation, nos capacités d'exportation de services à valeur ajoutée ou de contenu, de logiciels qu'on aurait développé chez nous,
évidemment aussi anecdotique. On a mis une batterie de textes pour faciliter pour l'ouverture, par exemple, des centres d'appel. On est arrivé à ce que la création d'un centre d'appel soit déclarative, que le paiement ne soit que de 10 000 dinars. Mais en fait, la réglementation est telle qu'il y a eu quelque chose comme 100 demandes, mais quand on veut passer à l'action, rien ne se fait, parce que c'est tellement compliqué, c'est tellement complexe, la bureaucratie est là à tous les niveaux, et même quand vous pensez qu'il y a un texte qui l'enlève, en fait il y a un autre texte derrière qui fait qu'elle revient, et en fait c'est Kafka, c'est jamais terminé, et on passe notre temps à tourner en rond. Donc du coup, la DSL commence à traîner. Déjà dès le départ, il est circoncis qu'au nord du pays. En fait, on se retrouve que malgré des plans très importants, des budgets qui ont été alloués, tels que celui de 2001-2004, 2005-2009, 2010-2014, dans lequel on est actuellement, le secteur, malheureusement, continue à faire plus sur place. Et évidemment, l'absence de réseau national qui est intégré fait que la recherche informatique appliquée est également complètement à l'arrêt. Donc la conclusion, c'est que l'Algérien, finalement, devient un très bon consommateur, il achète du matériel, il se connecte à Internet, il va à l'étranger, parce qu'on n'a pratiquement pas de contenu algérien, il s'est acheté, mais malheureusement un piètre utilisateur des TIC. Et les années 2010, on y est, je me suis dit c'est peut-être la renaissance ou le cauchemar qui continue. Effectivement, il y a eu l'élaboration d'un plan avec une vision stratégique, le fameux e-Algérie, en 2013. C'est dans quelques mois, avec 13 axes majeurs, avec 1010 actions. C'est un travail titanesque qui a été fait en 6 mois. Pratiquement tout le monde a participé, toute la société civile, les ministères, tous secteurs confondus, la diaspora a été sollicitée, le citoyen a été sollicité à travers un site web pour la première fois, ça ne s'est jamais passé dans notre pays, pour la première fois un site web est ouvert aux citoyens pour dire ce qu'ils pensent de quelque chose d'important qui va se passer dans le pays, d'important pour lui. Et voilà ce qu'on va faire pour les TIC, qu'est-ce que vous en pensez? Des gens sont rentrés dans le site web, ils ont dit voilà ce qu'on pense, voilà ce qu'on veut faire, voilà comment on veut le faire, etc. Et ce plan donc a été élaboré, il a été remis au gouvernement à l'époque et on ne sait pas ce qui s'est passé, les historiens vont peut-être nous éclairer un jour pour voir ce qui s'est passé. On n'a rien compris. Il y a un plan, il passe au gouvernement, il est adopté, il revient au ministère pour son adoption, et puis bon standstill comme on dit en anglais, ça bouge pas. Et puis quelques mois plus tard, celui qui en était l'initiateur, les ministres évidemment c'est politique, ça bouge. Mais le problème chez nous, c'est que ce genre de travail sont personnalisés. Donc le ministre il part et le travail pratiquement part avec lui. Et n'empêche que le ministre qui remplace reprend, forcément il est obligé, parce qu'il a été adopté par le gouvernement, on reprend le plan en disant oui, on va continuer le plan. Mais dans la réalité des choses, rien ne se fait. Un deuxième ministre arrive et fait la même chose, bref, et puis on ne fait rien, on continue malheureusement. C'est une malédiction, c'est que on a des velléités extraordinaires pour faire des choses. Sur papier, c'est merveilleux, c'est fantastique, ça tourne très bien. Nous, les informaticiens, on dit dérouler et ça marche, on déroule un programme, ça marche très bien. Le problème, c'est que quand on le passe réellement à la vie de tous les jours, ça ne marche pas. Effectivement, on a un cyberpark avec un incubateur qui tourne, qui est en train d'incuber des startups. Nous avons aussi des entreprises qui sont installées, mais malheureusement, au départ, il y en avait plusieurs. Après, petit à petit, il y a des affections. Allez me demander pourquoi. Mais je pense que vous pourrez très facilement comprendre pourquoi les choses n'avancent pas comme elles sont prévues sur le papier. Alors que, échec évidemment, comme je l'ai dit, du plan stratégique, il y a Algérie. Nous perdons notre place d'avant-garde dans l'informatique. On a eu les 2 premières décennies, même jusqu'à la 3e décennie. Recul constant, Redouane vient d'en parler, par manque évidemment de vision, c'est qu'on a des visions, on les met sur papier, on ne les applique pas. Donc je ne sais pas si on peut parler de manque de vision. Donc toutes les actions qu'on lance, rien ne se fait. On a une déperdition de par tous ces problèmes extraordinaires d'informaticiens qui sont poussés à l'immigration.
Absence aussi, manque de gouvernance à tous les niveaux des secteurs, et en fait l'une des grandes causes pourquoi ce plan en particulier et tous les autres, peut-être à part le premier des années 60, n'ont pas fonctionné, c'est tout simplement parce que, très simplement, hein, je résume, un manque de gouvernance flagrant, pratiquement à tous les niveaux, un manque de leadership. Il n'y a pas quelqu'un qui dise voilà, ce plan-là, il faut l'appliquer, et voilà comment on va l'appliquer, et tout est indiqué, et puis chacun a sa partie. Et surtout, un manque de communication extraordinaire. C'est que on est supposé être dans le monde de la communication, et en fait, on n'arrive pas du tout à communiquer, et cela fait que chacun est dans son petit coin, et les plans, restent des papiers, restent des documents qu'on archive. Et l'autre gros problème, c'est la politisation du TIC. C'est que la priorité, malheureusement, est donnée aux annonces et à leurs effets. Les exemples sont légion. Le RIC, le réseau international gouvernemental, qui a vécu mais qui continue de sortir dans certains discours. Les déclarations du sommet mondial à la suite de l'information, où le président de la République lui-même s'engage à ce que nous ayons 6 millions de connectés 2010 à l'époque, et 6 millions de foyers munis d'un ordinateur et 3 millions de connectés pour 2010. Alors imaginez à combien on est actuellement. On est à 1,3 million, 1,4 million de connectés. Les PC, ma foi, je ne sais plus, de toute façon, est-ce que quelqu'un sait? Nous n'avons pas de statistiques. Voilà, donc lancement de la 3G, vous connaissez évidemment l'épopée. Et puis, pour terminer, c'est que depuis 2011, j'ai remarqué, vous avez peut-être dû le remarquer, c'est que plus personne ne parle de e-Algérie, 2013. Même plus les politiques. Donc, je ne sais pas. Mais la presse continue à le faire, c'est bien, parce que ça veut dire que quelque part, elle est en train de les titiller pour qu'elle nous explique un peu, parce que là, il reste 4-5 mois, même pas, 2-3 mois, c'est le bilan. Il faudrait qu'on sache ce qu'on a fait pendant ces 5 années, où est-ce qu'on en est, l'argent que nous avons dépensé, entre autres, et surtout les résultats qu'on était censé avoir. Alors, est-ce qu'on a gagné ou perdu une stratégie? Je ne sais pas, je vous pose la question. Le présent, le vécu. Alors, rapidement, j'ai pris quelques coupures de presse. Donc, la presse algérienne, bien sûr, le Wapan, de l'heure d'informatisation, l'anarchie dans les services d'état civil, ils l'ont informatisé. Bon, ben, ça a été l'anarchie totale. Les gens n'arrivaient pas à se retrouver. Et puis, ils sont revenus bien fait à la méthode manuelle, qui marche encore très bien. Le poids des aides, malheureusement, qui est boudé, qui est toujours relégué au dernier plan. Il y a une structure qui s'appelle le CERIS qui s'en occupe avec la main gauche, il faut le dire, parce que des gens vraiment... combien de personnes ici sont sur le point des aides? Juste un test. Point des aides. Point des aides, voilà. Donc ça fait quoi? Ça fait 10-15%. C'est bien, c'est même pas la moyenne nationale. Hein. La moyenne nationale est bien en deçà. On aurait actuellement quelque chose comme 1000 sites point des aides hébergés en Algérie, quelque chose comme 4500 enregistrements, c'est-à-dire des gens qui ont enregistré point des aides au cas où, mais qui n'est pas fonctionnel. Comparativement à quelque chose comme près d'après nos estimations, parce que malheureusement à ce niveau-là, on ne voyait pas de statistiques, quelque chose comme 100 000 sites web algériens hors point des aides, .com, .org, etc. Vous voyez qu'on est vraiment très très loin. Et on se demande pourquoi on s'entête encore à laisser ce point des aides quelque part dans un placard en train d'être bouffé par les araignées, alors que, comme tous les pays au monde, on sait très bien que la meilleure façon de développer, de booster l'utilisation des TIC, et surtout dans un monde maintenant où tout est interconnecté, où il y a l'Internet et partout tout le monde y accède, c'est que les entreprises soient chez elles, soient domiciliées chez elles, qu'elles ne soient plus des SDF numériques. Que les gens soient sur le point des aides. Le mail en point des aides, déjà, le mail en point des aides permet déjà de faire des économies extraordinaires. C'est que, d'abord, on est hébergé en Algérie, donc on consomme pas de la bande passante étrangère. Ensuite, pour des raisons de sécurité, évidemment, entre guillemets, c'est que les mails devraient rester en Algérie parce que les serveurs sont en point des aides, ils restent en Algérie, donc c'est quand même un travail extraordinaire. Sans compter le travail qu'on va créer, les emplois qu'on va créer pour les gens qui vont développer les sites web algériens, les hébergeurs qui vont également pouvoir travailler, etc. Non, on pense que le point des aides, c'est hautement accessoire. Encore une fois,
c'est à se tirer encore une balle dans la tête, mais bon, bah, ça continue, c'est le cauchemar qui continue. Algérie, ça c'était dans les années 2010-2011, Algérie qui, la presse dit, qui se heurte à la réalité du terrain. Effectivement, la réalité du terrain est là, c'est que on a fait un projet, on a fait un plan, et puis on s'est dit, il va se faire tout seul. Eh ben non, ça ne se fait pas tout seul. Le problème est là. Il n'a pas été pris au sérieux, c'est vrai, il n'a pas été pris au sérieux. Il continue à ne pas être pris au sérieux maintenant. On est à quelques mois, comme je disais, du bilan, et personne n'en parle. Normalement, il devrait y avoir une effervescence, quelque part une frénésie dans les différents ministères pour préparer un bilan de 5 années de projet aussi important, aussi structurant que les TIC. Le patron d'Algérie Télécom lui-même reconnaît, c'est bien, c'est honnête, que la situation est intolérable. Évidemment, le lancement de la 3G, bon, vous savez très bien un peu comment ça s'est passé, un pas en avant, 2 pas en arrière. Ce qui est merveilleux, c'est que la politique, elle se mêle partout, et puis elle est incorrigible. Elle est incorrigible. Pendant que donc on faisait un pas en avant, 2 pas en arrière, on annonce, on désannonce, etc. Ben, figurez-vous qu'au cyberparc de Sidi Abdellah, ben, on fait le test de la 4G. Ça c'est, je crois que ce jour-là, moi je voulais me taper la tête contre le mur parce que je me dis, on se fout de qui, on nous prend pour qui? On a l'impression qu'on nous prend pour des idiots ou des enfants. D'un côté, on a un mal extraordinaire, un mal fou pour lancer la petite 3G que tout le monde a depuis au moins 10 ans. On ne la lance pas, et on se dit, ah, on va lancer la 4G. Ben, c'est bien, d'accord, mais le problème, est-ce qu'on est prêt à lancer la 4G? On n'a même pas encore la 3G. Enfin. Alors, qu'est-ce qui empêche le secteur de démarrer? Ça, c'est pour les e-commerce. Tous les ans, on nous annonce que l'année prochaine, ça va partir. Et ça continue. Évidemment, classé un peu partout à la traîne, la promotion de l'activité touristique. On sait très bien que pratiquement actuellement 95% du business touristique se fait par Internet. Il n'y a plus personne qui se déplace à l'agence de voyage ou à l'agence touristique pour réserver. On fait son choix, il y a même des agrégateurs, des sites agrégateurs qui vous donnez juste votre destination, votre budget, ce que vous avez envie de voir, la montagne ou la mer, et puis vous avez un site agrégateur qui va voir tous les sites qui existent, qui parlent de tourisme, et qui vous donne les différents choix. Ah ben non, nous on continue à se dire non, il faut une agence, mais à la limite c'est aussi secondaire, font pas mal de choses chez nous malheureusement. Évidemment, le feuilleton de Jay-Z qui continue pendant des années, il a été apparemment, d'après les politiques, à l'origine du blocage de la 3G, puis tout d'un coup, comme par magie, bah, il n'est plus un blocage. Bon, on aimerait bien savoir pourquoi, mais ça fait partie des intrigues. Bien, bah, tout ça c'est bien beau, bah, c'est la réalité que vous connaissez tous, donc je n'ai fait que mieux écouter dans la plaie, tout le monde vit ces choses-là tous les jours. Ben, il va falloir faire repartir la machine parce qu'il ne faut pas baisser les bras, on n'a pas le droit de le faire pour nous-mêmes, pour nos enfants, pour notre pays. Et on est capable de faire repartir la machine. On a plein de pistes, des choses ont été faites, il s'agit uniquement de voir ce qui était bon, ce qui était mauvais, et ce qui peut être amélioré, et puis à partir de là, repartir et puis espérer qu'on ne fera pas les erreurs du passé. Donc je vais proposer quelques préalables, des processus et des principes dont j'ai parlé tout à l'heure. Ben, c'est évidemment, quand tout est basé sur la e-gouvernance, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, le problème que nous avons, et c'est pour cela pourquoi l'IAG n'a pas marché, c'est un manque de gouvernance. Et pour y arriver, l'utilisation des TIC, l'utilisation d'Internet doit commencer au niveau des institutions et des services publics. Cela veut dire qu'il faut qu'ils soient déjà, eux, modernisés, automatisés et prêts à prendre en charge le citoyen qui vient pour les solliciter à travers l'Internet et les TIC. Donc il va falloir moderniser l'État. C'est bien, on a des signes politiques actuellement, il y a un secrétariat d'État à la réforme administrative qui a été créé. Bon, j'espère qu'il va prendre cela à bras-le-corps et d'une manière sérieuse. Ensuite, on passera à l'administration électronique, donc réellement s'équiper aussi bien en matériel qu'en logiciel pour obtenir la e-gouvernance. Donc c'est un schéma très simple que tout le monde connaît, mais pourquoi est-ce difficile de l'appliquer? Alors la plateforme e-gouvernance, je voudrais rapidement dire de quoi elle va être très simplement composée. Forcément, il va y avoir d'abord la politique des TIC, ça c'est l'État, je pense qu'il arrive à le faire très facilement, mais il en a fait plusieurs, aucune n'a été appliquée, peut-être le temps de penser à le faire.
Il faut qu'on ait une politique de sécurité et qu'on est capable d'appliquer, pas au sens sécurité police ou autre, une sécurité pour garantir la dignité, garantir la sécurité privée du citoyen, etc. Donc c'est cet aspect qui est très important pour donner la confiance aux citoyens, comme quoi les TIC, c'est un espace de confiance qu'il peut utiliser. Mettre en place, bien évidemment, des codes de procédure et des pratiques, et tout doit être, bien entendu, autour du citoyen, qui peut avoir accès donc, aux institutions et aux services publics. Les ministères et leurs pendants, tout ce qui est wilaya et communes, devraient mettre en place des intranets, les alimenter, les mettre à jour, de façon à ce que les citoyens puissent trouver tous les éléments dont il a besoin. Évidemment, à un niveau plus haut, au niveau ministériel, il va y avoir des extranets, et puis remettre au bout du jour le RIG, le fameux réseau intergouvernemental, qui va permettre de prendre en charge tout ce qui est Internet, intranet et par la force des choses, les extranets. Et enfin, le réseau décisionnel, qui va permettre au plus haut niveau de vérifier que leur politique est en train de se faire, que les choses sont en train de se dérouler comme ils veulent, et puis éventuellement, s'il y a des corrections à faire, et passer donc à un continu. De quelle façon on va accéder à cela? Évidemment, à travers des explorateurs web, des SEO, des portails d'applications. La tendance, vous avez dû le remarquer, ça va être encore pendant 5-6 ans, ça va être aux applications. Les portails vont de moins en moins exister. Vous avez dû remarquer sur vos smartphones, vos tablettes, tout maintenant c'est les applications. Vous n'avez plus le portail au bon vieux temps. Donc il va falloir qu'à ce niveau-là, on se mette au bout du jour, et vous voyez tout de suite ce que cela peut engendrer. Une création d'emplois extraordinaires de jeunes qui vont tous venir là à développer des applications qui sont beaucoup plus faciles, à cause de leur versatilité, à développer qu'un portail. Les mobiles donc, vont permettre, les smartphones, comme j'ai dit, les tablettes et autres, et puis l'accès à travers des applications de type Rich et Cloud qui va arriver, qui est en train d'arriver, qui est là depuis longtemps. Donc les informations, les bases de données, ça va être au niveau des serveurs, les applications, les systèmes d'information, et les services web qui vont permettre aux citoyens d'accéder directement à ce qu'ils demandent, tout ce qui est état civil, tout ce qui est agrément, autorisation et autres. Alors, il y a des fondamentaux qu'on ne peut pas éviter, qui sont universels, qu'il faudrait tout simplement les prendre en charge, et on est sûr de ne pas nous tromper. Il nous faut d'abord de la ressource humaine, évidemment sans lesquelles rien ne peut se faire, les moyens de traitement, d'analyse et d'information à tous les niveaux. Il faut une commission d'éthique pour garantir justement les libertés dont j'ai parlé tout à l'heure, pour éviter les abus. Il ne faudrait pas que n'importe qui accède à n'importe quoi, et il ne faudrait pas que les services dits de sécurité font ce qu'ils veulent avec les informations qui vont être stockées dans les serveurs et les bases de données. Il faudrait qu'il y ait des garde-fous, il faudrait qu'il y ait que la justice puisse prendre en charge cela, et qu'elle permette ou ne permette pas certaines choses, comme partout ailleurs dans le monde. Ce type de commission existe chez nous, il n'en existe toujours pas. Et cela freine énormément, parce que le citoyen a peur, le citoyen n'a pas confiance dans le système. Et l'une d'ailleurs des grandes réponses quand on pose, je reviens un peu au point des aides, aux gens pourquoi ils n'utilisent pas le point des aides, et vous disent, bon, j'ai pas confiance, je ne sais pas, le service est étatique, je vais mettre mon site là-bas, mes mails, ils pensent aux mails, mes mails vont transiter là-bas, qui c'est qui va les voir. Bon, d'abord, il parle de confiance physique. Il dit, bon, le service, je ne fais pas confiance, l'électricité, si on la gaz, ça se coupe, les serveurs vont tomber en panne, je ne vais pas pouvoir accéder à mes mails. Et ensuite, quand vous pressez un peu, ou leur disant, oui, mais ça y est, le service n'est plus à l'époque où l'électricité le touche, il a tout ce qu'il faut, protection, etc. Il dit, oui, d'accord, mais mes mails, je ne sais pas, moi je préfère, etc. Les gens préfèrent faire confiance à Google, à Yahoo et autres, à l'étranger, avec la NASA qui est là à voir tout ce qui se passe, plutôt qu'à son pays. Donc moi je pense qu'effectivement si on met en place ce type de connexion, elle est aussi dans notre pays, c'est vrai. Il ne faut pas se leurrer, quand même. Ils nous racontent de l'histoire. Et les gens, et donc pour peu qu'on leur dise, bon écoutez, vous êtes dans votre pays, on est là, et puis ne vous inquiétez pas, vous êtes protégés, enfin,
il y a un espace de confiance qui vous permet d'être à l'aise. Je pense que les choses iraient beaucoup mieux pour l'appropriation des TIC. Évidemment, il faut mettre en place des réseaux physiques, donc l'infrastructure qui va faire que les informations vont transiter avec une connectivité de qualité. Les portails, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'il va falloir développer en application ou autre. Et puis, commencer le travail, commencer les chantiers de numérisation des données et mettre en place, mettre en fait, du contenu, mettre des données dans les tuyaux de façon à ce qu'on n'ait pas juste un Internet. Quand on se connecte, donc, la seule information que nous avons, le seul contenu que nous avons, c'est l'étranger. C'est ce qui se passe actuellement. Alors, comment faire alors? Nous connaissons les préalables, nous savons les processus, c'est facile, et les principes aussi, je crois que tout le monde est d'accord là-dessus. Mais qu'est-ce qui manque? Alors, une démarche toute simple, qui vient en fait de l'expérience que nous avons vécue depuis des décennies, et surtout l'expérience récente d'Algérie. Je pense qu'on ne peut plus se voiler les yeux. La mondialisation, la globalisation a mis en place de nouvelles règles, de nouveaux paradigmes qui fait qu'on ne peut pas travailler comme avant. On ne peut pas non plus se dire oui, nous les Algériens, on va travailler comme ça. Bon, on ne peut pas travailler tout seul. On dépend de tout ce qui est autour de nous. Surtout que les TIC, leur spécificité, c'est l'interconnexion. C'est le fait que le monde devient un petit village où tout le monde est interconnecté. Donc on est obligé de prendre cela en compte, on ne peut pas en échapper. Alors mais le problème c'est que nous avons les hommes, nous avons des idées, nous avons les moyens, normalement ça devrait aller. Et la bataille du développement, elle se passe ici, elle se passe dans le TIC, je crois que le monde entier est en train de nous le rappeler d'une manière insolente. Et c'est quelque chose qu'on ne peut plus se permettre de dire, bon c'est pas important. Donc pour obtenir une politique saine et productivité ici, c'est vraiment les éléments qu'il faudrait qu'on ait en tête. Bien, mais qu'en faut-il faire alors? Le leadership. Jusqu'à présent, à part, encore une fois, les années 60-70, jusqu'à présent, le leadership a toujours été politique. Il n'a jamais été technique. Quand on lance un programme, quand on lance un plan, le plus beau qui soit, si vous n'avez pas un leadership, si vous n'avez pas une gouvernance en laquelle tout le monde croit et que tout le monde attend et regarde, ça sera encore une fois un vœu pieux. C'est quelque chose qui va se retrouver au bout de quelques mois, au bout de quelques années au mieux, dans le tiroir. Donc, il est indispensable. Et ça, c'est à l'instar de ce qui se fait partout dans le monde, et ce qui s'est passé d'ailleurs un peu chez nous au début des années 60. Il est important qu'il y ait un leadership, une structure nationale, ils l'appellent comme ils veulent, que ce soit une agence, un secrétariat d'État, mais qu'elle soit une structure complètement indépendante qui relève de la plus haute hiérarchie possible, soit la chefferie, soit la présidence. On a vu que c'était la seule possibilité, parce que la réalité est là, c'est qu'un ministère ne peut pas donner d'instructions à notre ministère. Impossible. Comme il ne peut pas non plus, bien sûr, faire l'informatique dans notre ministère. Ça, on le conçoit. Un ministère dit de souveraineté n'acceptera jamais d'un ministère, entre guillemets, dit de non-souveraineté ou subalterne, qui lui dicte ce qu'il doit faire dans les TIC. L'anecdote, en 2009, un ministère de souveraineté passe à la télévision, quand on annonçait à l'époque le lancement de e-Algérie, et il disait « Moi, je suis déjà prêt, mes TIC, je vois très bien où je vais, j'ai 200 ingénieurs que j'ai formés, moi je ne vais pas attendre que ce projet arrive à maturation ou autre. Un anastom, pour les qadir et exactement l'expression qu'il a dit. Évidemment, il peut se permettre de dire ça. C'est un petit ministère de la Poste et TIC qui propose une stratégie et un plan. Même si cette stratégie et ce plan ont été adoptés par lui-même au niveau du Conseil du gouvernement, il n'y apporte pas autant d'importance. Donc pour éviter tous ces problèmes, il va falloir donner plus d'autorité, plus de leadership à une structure nationale qui serait bien évidemment transversale et intersectorielle. Elle va s'occuper, elle aura une vue sur tous les secteurs. On va voir un peu de quelle manière elle va le faire. Il faudrait, bien sûr, on ne peut pas faire autrement, une politique globale. Une politique, c'est lui qui est capable d'avoir la vision stratégique pour savoir où on va,
C'est lui qui va nous donner les moyens, évidemment, pour appliquer cette politique. Donc il nous faut une politique globale qui va être prise en charge, qui va être appliquée par cette structure nationale. Il va falloir, bien sûr, dans cette politique globale, il va falloir avoir des stratégies sectorielles par secteur, mais également intersectorielles, pour assurer une interopérabilité des différents secteurs entre eux. Et il ne s'agit pas de refaire quelque chose qui a déjà été fait par un autre secteur. Par exemple, il ne s'agit pas non plus de continuer à faire le facteur. Hein, on vous demande un dossier, vous allez faire tous les autres secteurs pour récupérer les différents documents. Ben non, justement, l'intersectorialité permet l'interopérabilité qui fait que si vous demandez un papier quelconque, une pièce d'identité, on ne va pas vous demander tous les papiers. Ils sont interconnectés. Normalement, ils devraient être capables de prendre des informations là où il faut. Il faut des appuis techniques, bien entendu. Il va falloir du monde, des entreprises, des institutions qui vont nous permettre à ce que tout cela puisse fonctionner. Je vais les détailler après. Évidemment, des sources de financement. Il va falloir donner des sous à cette structure. Pas beaucoup. Vous allez voir qu'il n'y aura pas beaucoup de sous pour fonctionner. Et des partenaires fondamentaux pour que tout puisse fonctionner. Donc, la structure, comment elle va être? Ben, c'est tout simple. Elle va d'abord être une structure de normalisation, d'assistance intellectuelle, d'orientation. Elle va donner les grandes lignes, elle va aider, elle va dire voilà de quelle façon l'Algérie voit les TIC. Voilà de quelle façon on a l'intention de les prendre. Évidemment, avec la politique globale qui est déjà décrite. Donc tous les secteurs vont aller au diapason. La structure nationale va être une espèce de chef d'orchestre en fait. Et jusqu'à présent, nous ne l'avons pas eu. Elle sera, comme j'ai dit tout à l'heure, il faudra absolument qu'elle ait un véritable leadership, qu'elle relève du plus haut, des hiérarchies la plus haute possible, soit sur la présidence ou le premier ministère. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, elle va définir les orientations sectorielles et intersectorielles. C'est elle qui va élaborer avec le secteur concerné les différents schémas directeurs qui vont permettre au TIC de se développer dans chaque secteur concerné. Bien sûr, elle va pouvoir disposer de savoir, donc elle va avoir du monde, avoir de la ressource humaine compétente, et elle doit être libre de ses mouvements. Elle doit pouvoir aller chercher cette ressource humaine là où elle veut. Si cette ressource humaine est à l'étranger, et très souvent elle est, avec tous les informaticiens que nous avons perdus, ils sont tous de l'autre côté, il faudrait qu'elle soit capable d'aller les chercher. Il faudrait qu'elle soit capable de pouvoir les payer, de les ramener, payer leur billet d'avion, etc. Donc il faut qu'il y ait une autonomie, et c'est pour ça que le leadership est important. Il ne s'agit plus de pinailler et de tourner en rond et de faire des économies d'épicier. On n'a pas le temps, il faudrait qu'on puisse aller aussi vite que possible, et l'IC devrait nous y aider. C'est cette structure aussi qui va identifier les métiers, qui va élaborer tous les programmes liés au TIC. Donc les programmes de formation, les programmes d'enseignement. Et ça va permettre une harmonisation, ça va permettre un avancement en phase d'après les besoins du pays, de l'entreprise, les besoins de l'institution dans le domaine des TIC. Et non pas l'anarchie malheureuse à laquelle on est en train d'assister dans le système de formation, le système de formation classique qui est de plus en plus défaillant, un système privé évidemment qui essaie de le remplacer mais sans aucun contrôle, et donc forcément ça va un peu dans tous les sens. Et bien sûr elle va élaborer des feuilles de route, donc c'est tout simplement des sous-secteurs de politique globale qui vont être remis à chaque secteur en particulier, et ça c'est pour permettre une avance en phase pour que tout le monde puisse aller en même temps et à la même cadence, et qu'on arrive au résultat escompté et défini par la politique globale. Alors, la politique globale, ça va être, bien entendu, mettre en place finalement cet intranet gouvernemental qui va permettre de désengorger et de remettre la confiance, que les citoyens puissent avoir confiance dans ce gouvernement. On ne se rend pas compte que le TIC, c'est une chance extraordinaire pour remettre cette confiance dans le citoyen, que le citoyen ait de nouveau confiance dans son gouvernement, que le citoyen ait de nouveau confiance dans son État. Il suffit uniquement de régler ses problèmes de tous les jours, lui permettre de pouvoir faire ses papiers, lui permettre de pouvoir circuler librement, de pouvoir voyager librement, de pouvoir créer son entreprise d'une manière rapide et simple, etc. C'est très simple. Et pour cela, il nous faut uniquement un intranet, c'est technique. La volonté politique existe, paraît-il. Les programmes aussi, ça je le sais. Qu'est-ce qui manque?
Les systèmes d'information, donc organisés en pyramide, forcément du décisionnel jusqu'au niveau le plus bas pour l'utilisation au niveau du citoyen. La promotion, il faudrait absolument qu'on mette finalement le système de certification et de sécurisation de l'information. On en parle tous les ans. C'est un peu comme l'e-commerce et plein d'autres choses d'ailleurs. Hein. Mais ça, c'est incontournable pour absolument asseoir la confiance et donner confiance aux citoyens pour qu'ils aient confiance dans cette TIC. La numérisation des données, parce que forcément il va falloir numériser toutes les données qui existent. Je prends très souvent l'exemple de l'état civil. Si vous n'avez pas numérisé l'état civil, vous ne pouvez pas demander les documents qu'il faut. Et à ce moment-là, on revient à la procédure manuelle. Et c'est ce qu'on veut éviter. Mettre en place les services en ligne qui commencent déjà, mais il manque des outils pour la permettre de fonctionner comme partout ailleurs. La certification, la sécurisation, le mode de paiement, l'interbancarité réelle, virtuelle telle qu'elle devrait l'être, qui n'existe toujours pas. Et surtout, bien sûr, une systématisation de la veille technologique. Il ne s'agit pas de dire, voilà, ça y est, c'est bon, on a tout, on y va. Non, il faudrait absolument qu'on suive, qu'on sache un peu ce qui se passe et puis profiter de ce qui se fait à l'étranger. Donc, l'implantation anarchique des TIC ne peut avoir un impact significatif sur le développement. Et malheureusement, c'est ce qui est en train de se passer actuellement. Il faudrait qu'on arrête. Les stratégies sectorielles et intersectorielles, bon, elles sont très simples. D'abord, il faudrait qu'il y ait une approche globale, avec des études par secteur, forcément, parce que chacun, comme j'ai dit tout à l'heure, est spécifique. Des systèmes des modalités cohérents, avec prise en charge de toutes les contraintes. Des solutions qui conviennent aux uns, mais il faut faire attention, parce qu'il y a des solutions qui conviennent aux uns, mais qui ne conviennent pas forcément aux autres, donc il faut faire attention. Il faut toujours privilégier l'approche globale, parce qu'une structure, je parle toujours de la structure indépendante qui a le leadership, il faudrait qu'elle puisse toujours avoir cette approche globale pour n'ignorer personne et faire en sorte à ce que tout le monde puisse être pris en charge selon ses spécificités. Faire des études de réalisation sectorielles et intersectorielles, mais harmonieuses, encore une fois, c'est très important. Et tout doit être recensé au préalable pour qu'on puisse identifier les partenaires. Les appuis techniques, il n'y en a pas beaucoup. C'est tout simplement ceux qui forment, c'est l'enseignement, c'est le système de formation. Nous avons d'abord l'École nationale supérieure d'informatique, le SI, ex-CIRI et ex-INI. On a le Centre d'études de recherche en informatique scientifique et technique, CERIST, et un nouveau centre qui a été créé d'abord en 1998 en tant que CERT, Centre d'études de recherche de télécom, et non pas CERT pour le centre de sécurité, de veille, sécurité et autres. Et il a été de nouveau créé avec d'autres missions en 2009, qui est le Centre d'études de recherche en technologie de l'information et de la communication. Alors, l'école supérieure informatique a été créée, comme je l'ai dit tout à l'heure dans le flashback, elle a été créée en 1969. Mais depuis les années 80, elle a été rattachée à l'université. Et je pense que tous les professionnels des TIC le disent, ça a été une grande erreur. C'était une école de formation, entre guillemets professionnelle, mais une école qui donnait tout de suite des techniciens et des ingénieurs. Au départ, l'idée était qu'on était en retard. L'informatique, il fallait qu'elle démarre, comme j'ai dit tout à l'heure, et il fallait qu'on puisse avoir rapidement des programmeurs, des analystes programmeurs, des analystes et éventuellement des ingénieurs. Et cette idée a continué plus ou moins jusqu'aux années 80, où tout d'un coup, on s'est dit, ben non, finalement, on n'a pas besoin d'ingénieurs, on n'a pas besoin de techniciens, on a besoin d'universitaires. Forcément, le résultat est là, c'est que, heureusement, que très vite, ils se sont rendus compte, et les choses ont changé depuis 2009, je crois. L'école est en train de redevenir un peu à sa vocation première, c'est-à-dire former des techniciens et des ingénieurs pour le métier des TIC, et non pas pour l'enseignement ou pour la recherche. L'université est très bien pour ça, elle le fait très très bien, il faut la laisser. On a près de 50 universités en Algérie, même plus, parce qu'il y a certaines vilayets qui en ont plus que 2. Et par contre, on n'a qu'une seule école des TIC. C'est pas normal. On a privilégié, en fait, c'est ce que je disais, on a privilégié la formation théorique et fondamentale, qui est forcément souvent obsolète, parce que ça va très vite, les TIC vont très vite. Et si la formation théorique et fondamentale, elle est théorique et fondamentale, donc elle ne peut pas suivre ce qui est en train de se passer. Elle le fait tous les 5-10 ans, en fonction du changement de programme et des politiques du pays. Donc, on a privilégié cela par rapport à une formation pratique, opérationnelle, qui est actualisée régulièrement et qui est demandée par l'entreprise.
La vocation en fait des grandes écoles, telles que les SI, serait donc la formation de haut niveau pour les TIC, mais avec les TIC. Donc les diplômés, ces diplômés-là seraient capables de créer leur entreprise, seraient capables de prendre en charge les institutions, et seraient le moteur de développement et d'application et d'appropriation des TIC dans tous les domaines. Donc, et on voit l'exemple de l'Inde et des pays sud-est asiatiques. Bon, on le fait gréver parce que ces pays, c'est un exemple extraordinaire. C'est une école qui nous permet de voir ce qu'on peut faire avec les TIC, et puis nos écoles devraient les prendre comme exemple. Le CERIST a une grande expérience. Le CERIST a été créé quand même dans le début des années 80, en 1986. Et il devrait avoir, pour le moment, il a une unité qui est sortie du point des aides, malheureusement, je dois le dire, et je crois que tout le monde le reconnaît. On a fait des statistiques rapides tout à l'heure, on a vu qu'on était très très loin du compte. Il non-gère, il ne gère pas, il non-gère le point des aides. Il y a une unité qui s'en occupe, et il est temps qu'il en sorte. Il a une unité qui est en relation, devrait être en relation avec l'école supérieure informatique, prendre en charge la formation des utilisateurs. Et le SI a les moyens de former, le CERIST a le contact avec les entreprises et les institutions, donc on devrait former un beau duo. Donc il y a une unité qui est chargée des informations et des systèmes d'information, la recherche liée au TIC, et en fait là on est en train de donner d'autres fonctions, d'autres vues au CERIST, qui actuellement continue à fonctionner comme 1986. Je pense qu'il va falloir qu'il se mette au bout du jour. Nous avons le CERTI qui vient d'être créé. Vous avez une photo, donc il existe réellement. Ce n'est pas une vue d'esprit, ce n'est pas uniquement un texte. C'est merveilleux, ça nous change. Il est à Sidi Abdallah. Derrière, vous avez la direction générale de Cyberpark qui n'est pas finie, mais le CERTI qui est terminé. C'est quand même un bon signal. Malheureusement, il n'est que sur papier. Donc le CERTIC, il s'occupe un peu de la réglementation dans le monde des TIC, la modernisation et puis aider au développement du réseau. Il élabore les nouvelles méthodes techniques qui sont destinées à satisfaire les besoins en TIC de tous les secteurs. Et il contribue aussi et entreprend des études techniques, scientifiques et prospectives. Donc il fait des choses il va un peu plus loin que le CERIST. Et il fait aussi une veille technologique dans le domaine des TIC. C'est bien parce que c'est quelque chose qui manquait peut-être, bien que lorsqu'il a été créé, on s'est dit c'est peut-être un CERIST bis, mais il se trouve que le CERIST dépend de l'enseignement supérieur et le CERTIC dépend de la poste TIC. Peut-être que la raison est là. Alors, les partenaires fondamentaux, la RPT bien entendu, les opérateurs télécoms, donc Algérie Télécom, Orascom Télécom, Mauritania et les autres. Les prestataires de services sont des partenaires importants. Et les associations professionnelles des TIC, actuellement il y en a 3, l'AFSI, AITA et l'ACEL. Donc l'AFSI c'est les services internet, AITA c'est les TIC en général, et l'ACEL c'est les éditeurs, les développeurs de logiciels. Les partenaires fondamentaux, donc je passe rapidement à la RPT. La RPT en fait elle a 4 missions principales que tout le monde connaît. Technique, par des contrôles pour faire à ce qu'on sorte que le citoyen puisse avoir toujours son compte et qu'il ne puisse pas être berné par les opérateurs. Juridique, donc par l'obligation de respect des chartes professionnelles, pour que les différents opérateurs puissent travailler en bonne harmonie. Économique, en attribuant des agréments, des autorisations dans une transparence et surtout avec une simplicité. Malheureusement, ce n'est pas encore le cas. Et bien entendu, toujours l'éthique, de façon à assurer qu'il n'y ait pas d'abus d'utilisation de données de la vie privée des gens, et qu'on préserve leur dignité, etc. Les partenaires fondamentaux, donc télécom, on leur demande tout simplement un service continu et étudié, transparence totale dans leur rapport avec les clients, une concurrence loyale entre tous les opérateurs, et surtout la certification c'est-à-dire actuellement on ne pense pas aux clients, on pense d'abord à la RPT. J'ai des contacts réguliers avec les opérateurs et chaque fois que je leur parle, ils ne parlent que de la RPT. Leur seul souci c'est la RPT, c'est jamais le client. Et chaque fois je les ramène, mais attendez, mais les prix, tout ça, mais est-ce que vous avez pensé? Ah non, mais ça c'est pas un problème, le problème c'est la RPT, il fait ceci, il fait cela, on veut lancer par exemple la RPT, il a interdit plein de choses.
On ne sait pas pourquoi c'est interdit. C'est permis autre part et ça marche très bien et ça booste l'utilisation du TIC, surtout maintenant avec les smartphones et les tablettes qui ont une puce, donc on passe par les opérateurs. Ben, chez nous, c'est le problème. Par exemple, permettre à quelqu'un, quand il est au sud, qui n'a pas de couverture, il est avec Nejma par exemple, il n'a pas de couverture Nejma, mais il y a une couverture Mobilis, lui permettre de basculer sur Mobilis et de pouvoir utiliser son téléphone. Actuellement, ce n'est pas possible. Alors que partout ailleurs, il n'y a aucun problème. C'est ce qu'on appelle le roaming national par rapport au roaming international. C'est quelque chose que les opérateurs demandent. Pourtant ce n'est pas pour leur avantage. Dire, un opérateur qui permet à un client de changer d'opérateur, normalement, ce n'est pas à son avantage. Mais ils le réclament quelque part. Pourquoi? Parce que ça leur permet de garder leur client. Évidemment, ils font d'autres calculs. Il y a ça, il y a la portabilité du numéro qu'on demande régulièrement. Les opérateurs, ils sont d'accord. La RPT n'est pas d'accord, on ne sait pas pourquoi. La portabilité du numéro, pour ceux qui ne savent pas, c'est tout simplement garder votre numéro, changer d'opérateur et avoir toujours le même. Ça se fait partout. Il n'y a aucune raison que je vais à notre opérateur et change de numéro. Du coup, vous laissez les tracasseries que vous avez pour communiquer votre numéro après à tout le monde. Ça, c'est pour vous dire que il y a des dysfonctionnements qui font que les choses ne marchent pas normalement à qu'elles devraient, c'est très simple. Et cela, avec une structure en haut, avec un leadership, elle va tout simplement faire en sorte à ce que toutes ces choses-là soient faites de manière harmonieuse, en discussion évidemment avec ces partenaires dont je parle, et permettre à tout le monde de pouvoir profiter des TIC. Les prestataires de services, bah, c'est tous ceux qui œuvrent dans les TIC. C'est forcément un gisement d'emploi extraordinaire. Ça permet de fixer les gens qui ont envie de partir. Vous savez très bien, si vous le voyez autour de vous, il n'y a pas un étudiant qui est sur le point de terminer qui n'a pas un projet pour partir à l'étranger dans ses valises. Tous sans exception. Alors, si on permet à ces entreprises algériennes, des entreprises privées ou autres, à se créer, on va fixer tout ce beau monde. On va pouvoir avancer drôlement différemment. C'est aussi les principaux exécutants de cette politique de TIC. C'est eux. Hein. Il y a beaucoup plus d'entreprises privées des TIC que d'entreprises publiques. On va participer activement à toutes les stratégies de développement qui ont été fixées par la politique globale. On va être surtout des producteurs, des distributeurs de contenu, avec tous ces jeunes qui vont, comme j'ai dit tout à l'heure, chacun va créer son entreprise, chacun va commencer à développer des applications, il va être intégré dans des projets et autres. Et on va pouvoir enfin exporter, pas uniquement à travers les centres d'appel, qu'on n'arrive toujours pas à faire malgré tout cela, mais pouvoir exporter des logiciels. Une application qui est développée ici, et vous la mettez sur App Store au niveau d'Apple, bah, vous n'avez pas besoin d'être à l'extérieur de l'Algérie pour la vendre. Elle est vendue à l'international. Et il y a des gens qui le font déjà. Il y a des jeunes startups qui le font déjà. Mais il faudrait que ça soit multiplié par 10, par 100, par 1000. Et c'est possible. Et enfin, nous serons surtout des agents capables de promouvoir le drapeau national, le domaine.dz, qui est malheureusement toujours à la fin. Les partenaires, je termine après avec les finances, les associations, qui sont en fait les relais entre les internautes et les utilisateurs de TIC. La promotion du .dz, évidemment, ils la font aussi à travers leur association. On contribue à la lutte contre la cybercriminalité, parce que les associations ont une vue globale sur toutes les entreprises dans ce domaine-là, donc ils peuvent faire des choses pour aller dans ce sens-là. Dans la normalisation et l'argumentation, la mise en place et l'utilisation du point d'échange Internet. Le point d'échange Internet, on en parle depuis des années, et c'est ce qui permet tout simplement d'éviter de vous envoyer des mails alors que vous êtes en Algérie et que ces mails transitent par l'étranger. Bande passante, consommer, sécurité et autres. Un point d'échange va permettre aux ISP, donc aux fournisseurs de services Internet, de pouvoir permettre une liaison entre les abonnés sans passer par l'étranger. Un point d'échange qui serait avec nous ou quelque part en Algérie. Alors qu'actuellement, vous envoyez un mail à votre voisin à côté, il fait le tour du monde avant de lui arriver. Bon, c'est vrai que ça va vite, hein, c'est fraction de secondes, mais entre-temps, il est déjà fiché, dupliqué pas mal de fois, etc. Sans compter qu'on paye de la bande passante, c'est de l'argent. Bien, donc les associations permettent de mettre en place des chartes de bonne conduite, de compétences. Ça, c'est quand même très important pour le développement des DIC. La ressource humaine, on forme la ressource humaine pour les administrations. Très souvent, nous, les entreprises privées,
Nous avons des jeunes qui sont chez nous, ils sont formés, et très souvent ils vont dans les institutions. Donc quelque part, ils passent par nous, certainement pour la veille technologique, parce qu'on est, on est au courant de tout ce qui se passe dans le monde, et on les retrouve très souvent dans l'institutionnel pour diverses raisons. Et enfin, promotion des activités qui participent à la production du contenu. Et les moyens de financement, comme j'ai dit tout à l'heure, la structure nationale, vous savez, les TIC, c'est l'un des rares secteurs qui ne demande pas d'argent au gouvernement. C'est lui qui s'autofinance naturellement. Donc cette structure-là devrait pouvoir fonctionner en autofinancement pratiquement, ou en prenant de l'argent qui dort. Alors l'argent qui dort, c'est simple. Bien entendu, elle va s'occuper, elle va s'intéresser et élaborer tous les budgets. Elle va être partie prenante. Mais cela ne veut pas dire qu'elle va prendre son propre budget de ce travail-là. Elle peut, par exemple, c'est pas fait, elle peut faire un prélèvement des taxes spéciales qui sont actuellement récupérées au niveau de la RPT. Il y a, d'après mes informations, il y a des dizaines, à savoir même des centaines de milliards de dinars de ce qui a été récupéré par la RPT, qui dorment au trésor, qu'on peut très bien utiliser. Ce n'est pas un budget spécial, c'est de l'argent qui a été pris pour les TIC. Normalement, il est fait pour être utilisé par les TIC, donc c'est quelque chose qu'on peut utiliser. Les revenus de la gestion du point des aides, le point des aides, on a l'impression qu'il ne coûte rien, qu'il est gratuit. Pour l'anecdote, quand en 2005 on a dit qu'il faudrait que le point des aides sorte du CERIST pour qu'on puisse le promouvoir et qu'il puisse réellement contribuer au développement du contenu en Algérie, on a expliqué pourquoi. Et puis dans l'argumentaire, on avait donné comme argument que si jamais il sortait de là-bas, on le donnait à une structure indépendante telle qu'une association. En France, c'est une association avec une présidence qui est désignée par le gouvernement, mais avec des prestataires qui sont membres des institutions et des entreprises. Quand on a mis dans l'argumentaire le fait qu'elle peut s'autofinancer, on a fait un calcul, à l'époque c'était 1000 dinars par an pour enregistrer son domaine, et on a dit voilà, imaginez que vous allez avoir 20 000 enregistrements la première année, on a fait un calcul simple, 20 000 par 1000, ça fait 20 millions de dinars, et voilà, avec 3 chats, vous pouvez tourner. Mais le problème, c'est que ça ne s'arrête pas là. On a 600 000 entreprises. C'est chaque entreprise, disons que 15% des entreprises prennent le point des aides. Nous avons déjà 90 000 entreprises multipliées par 1000. Faites le calcul. La réponse que nous ont donnée à l'époque les gens en charge, d'après vous, qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce que ça continue. Le point des aides est toujours chez eux. Pardon? Bravo. Bravo. Ils se sont dit, ah oui, tiens. Ah, le problème, c'est l'argent. Il est gratuit. Il est resté là-bas. L'arabe ngolo, les batailles Le problème, c'est que, bon, pour ceux qui ne comprennent pas, ce qui est gratuit n'a aucun... Si ça n'a pas de prix, ça n'a pas de prix dans les deux sens, quoi. Pas de prix, ça n'a pas de prix, ça n'a aucun sens. Voilà. Et donc, or, le point des aides, je prends l'exemple de la France, c'est la FNIC qui s'en occupe. Non seulement, je parle sous le contrôle de professeur Metalesta qui nous a fait l'honneur d'assister aujourd'hui, je crois qu'ils sont 90 personnes qui sont payées par la gestion du point .fr, mais ça ne s'arrête pas là. C'est qu'ils organisent des séminaires, des conférences à l'étranger, ils forment les gens, ils font de la recherche, ils font de la veille technologique. Et puis ils ont une présence internationale. Je veux dire, ils engrangent tellement d'argent avec uniquement une gestion de point .fr. Alors imaginez la promotion, comment elle est facile du coup. Si vous avez beaucoup d'argent, le marketing, la communication, je dis ne pose plus de problème. Vous prenez la meilleure agence de communication, elle vous fait tout le travail. Malheureusement chez nous, c'est le parent pauvre. Et il y a un fonds qui a été créé dernièrement. C'est un fonds qui est le fruit, en fait, l'un des rares fruits de l'Algérie 2013. C'est le fonds d'appropriation, d'usage et de développement des TIC. Qui malheureusement, il y a des personnes que je vois ici qui le connaissent très très bien. Il y a un budget quand même assez conséquent qui est mis en place pour aider les jeunes start-up, pour aider en fait au développement des TIC comme son nom l'indique. C'est aussi de l'argent qui est là, qui n'est pas utilisé chaque année. Je crois que quand il a été lancé sérieusement en 2011 à travers un site web, créé en 2009, 2011 lancé, je crois qu'on parlait de 0,5% du budget qui aurait été utilisé, mais qui a été utilisé à l'échelle institutionnelle par le cyberparc. Bon.
c'est mieux que rien. Pour le reste, non. Les recommandations, c'est très simple. Il faudrait mettre en place donc, cette structure indépendante dont j'ai parlé pour piloter un programme, un plan. Moi j'ai appelé ça un plan national numérique. Moderniser, la première des choses, il faut absolument qu'on modernise, et c'est bien, comme j'ai dit, un signal fort qui est venu du gouvernement en nommant un secrétaire d'État à la réforme. Moderniser l'administration dans tous secteurs concernés, en particulier les secteurs qui concernent directement le citoyen, parce que c'est là que ça va bouger. Le citoyen, s'il est content, s'il est heureux, s'il trouve ce qu'il veut, le reste va suivre. Entamer donc la numérisation des données, et cela se fait en parallèle, de façon à avoir un contenu, à mettre un contenu. Renforcer le développement de l'école numérique et l'économie du savoir, parce que rien ne peut se faire sans elle. Sortir de l'anonymat l'Algérie, l'anonymat numérique, à travers donc la mise en place de sites web algériens, des portails algériens, des applications, et surtout promouvoir, comme je l'ai dit depuis le début, promouvoir le point des ailes. Et en fait, tout simplement accélérer aussi le déploiement de l'infrastructure pour le haut et le très haut débit. Voilà, j'ai pris comme référence, ça c'est pour vous, les travaux, les programmes et rapports de l'AI Commission des TIC. C'est aussi un autre travail de planification qui a été fait au début des années 2000. Le mémorandum sur les TIC en Algérie, qui a été remis, fait par 5 experts, qui a été remis au président de la République en octobre 2007. Un travail, une étude du professeur Youssef Bentalechta, sortir les TIC du marasme, avril 2009. Et bien sûr, le programme Algérie 2013, en janvier 2009. Et je termine avec cette phrase, on peut faire une mauvaise politique quand les ressources abondent. Malheureusement, on aura beaucoup de mal à en faire une bonne quand elles font des choses. Et merci beaucoup. Tu faisais la remarque, pourquoi tu es en point .com? Tu as parlé pendant une heure de point des ailes et tu es en point .com. Ça fait partie du débat. Tu vas répondre. J'ai un point des ailes. Merci Ali. Est-ce qu'on continue sur les questions? Vous voulez prendre un break rapide ou Non, on continue. Ok. Alors, on va prendre... on a combien de temps pour les questions? 30 minutes. 30 minutes. Alors, je vais vous demander de poser des questions et de ne pas débattre du sujet. Comme ça, chacun pourra avoir l'opportunité de poser sa question ou d'avoir des clarifications. Donc, on y va. Présentez-vous. Merci. SATEC, on est un intégrateur de solutions de réseau. Tout d'abord, je tiens à remercier M. Klein pour la présentation, celle de ce tour d'horizon exhaustif sur la situation des TIC en Algérie. Vous avez donné un certain nombre de recommandations. Je vais essayer de parler un peu plus fort. Vous les venez là. Alors, voilà, vous avez donné, M. Klein, un certain nombre de recommandations pour la promotion des TIC en Algérie. Entre autres, la création d'une entité indépendante. Je trouve que vous avez entièrement raison de mettre l'emphase sur ce point-là. Un deuxième, vous avez aussi donné certains préalables, notamment la modernisation de l'administration. La modernisation de l'administration est assez complexe, hein, donc vous ne pensez pas peut-être qu'il serait mieux de commencer par des initiatives un peu itératives, parce que attendre que l'administration soit modernisée, on va peut-être infiniment, parce que c'est un processus complexe, il faut mettre en place des processus, les automatiser, etc. Et ça peut prendre beaucoup de temps. Ne pensez-vous pas qu'il a déjà prendre une démarche un peu par étapes, et puis avancer au fur et à mesure? Je reviendrai aussi au programme Algérie 2013, qui s'appelle maintenant Algérie. Donc il y a déjà des initiatives qui ont été réalisées sur le terrain, même si elles sont peu nombreuses. Comment les prendre en charge dans une nouvelle stratégie de la promotion des TIC en Algérie? Je pense, par exemple, je donne un certain nombre d'exemples. Il y a déjà un portail Al-Mouatan. Des entreprises ont déjà commencé à mettre en place des intranets. Il y a aussi la numérisation, par exemple, de l'état civil, etc. Il y a un certain nombre d'initiatives qui sont déjà en place, même si elles sont peu nombreuses. Comment les prendre en charge dans une nouvelle démarche? Je vous remercie. Merci. Je vais prendre deux autres questions. Ensuite, je vais donner l'occasion à Ali de répondre.
Bien, donc je me présente, Dr Mohamedou Ali Madani, ancien directeur central du ministère des Postes et Télécoms, chef d'entreprise et T2S, nous sommes intégrateurs de solutions. Donc M. Ali Kahlan a bien présenté effectivement l'historique. Et dans la période du CNI, effectivement, ce type de modèle était, mais à notre période, après la réforme, il y a maintenant différents acteurs, donc, y compris le Club CAIR, le FCE et toutes les associations, qui ont un rôle important. Je voulais juste dire, parce que j'ai été acteur et participé à la réalisation de certains projets, le réseau intranet gouvernemental, qui était une excellente initiative, est resté donc non opérationnel pour des raisons d'autres services où on est à l'interne du gouvernement. Il n'y avait pas une préparation sur le volet sécurité. Est-ce qu'il n'est pas possible que l'ensemble des associations puissent organiser un débat pour réellement tranquilliser les services concernés, que la sécurité est maîtrisable aussi, et qu'il n'y a aucune difficulté, bien sûr elle a un coût, c'est tout à fait normal, et donc c'est l'un des points essentiels qui permettent effectivement de dégager et de permettre donc de tranquilliser. Les problèmes de la cybersécurité sont réels, et il y a donc effectivement donc, des aspects qu'il faut maîtriser, mais je pense qu'on a des ressources humaines, les ressources financières à dégager sur le sujet, il faut les mettre en place. Les solutions, ça existe. Donc voilà, c'est un point focal important du volet sécurité. Merci. Je vais juste aborder un sujet qui va peut-être un peu être à contre-courant de ce qui est présenté. Il y a trois choses qui sont interconnectées aujourd'hui, de mon point de vue. Le développement des TIC, le règlement du problème du foncier en général, les terres, la propriété de la terre, et l'état civil. J'ai comme le sentiment que le blocage du développement des TIC vient du blocage justement de l'informatisation de l'état civil et de la régularisation de la propriété du domaine, des terres, qu'elles soient agricoles, immobilières, du cadastre en général. Il y a un grave problème en Algérie qui doit être réglé, pas uniquement par le gouvernement, mais aussi par la société civile. Le jour où le problème du cadastre sera réglé, nous pourrons aller avec beaucoup de sérénité vers l'informatisation de l'état civil, et nous pourrons aussi ouvrir de façon beaucoup plus sereine les portes au TIC. Tant que ce problème ne sera pas réglé, tant que les TIC seront bloqués, on aura cette histoire de sécurité, cette histoire de circulation d'informations. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Business analyst au sein d'Arcofina. Alors je voudrais insister sur le dernier point. La première partie de la présentation, avec en conclusion l'absence de la volonté politique pour développer l'éthique. Et la deuxième partie, c'était des propositions basées sur la volonté politique. Est-ce que vous ne proposez pas par là une solution à quelqu'un qui n'en veut pas? Et je voudrais justement, je m'intéresse plutôt au patronat, ce qu'il pourrait faire pour développer l'éthique, comment pourrait-il s'organiser justement pour booster le développement d'éthique et exploiter justement les investissements qu'ils pourraient faire au niveau d'éthique. Voilà. Merci. Okay, merci. Oui, est-ce que vous pouvez... Bonjour, c'est Sioun Saadi, journaliste au quotidien Reporter. J'ai deux questions à vous poser. La première concerne le contenu Internet en Algérie. On a remarqué que le premier site algérien le plus visité, c'est Ouadknis, mais il est classé 7e en termes de sites visités en Algérie. C'est-à-dire qu'on est toujours dépendant des sites étrangers. Le premier c'est Facebook, puis Google.17, puis Google
il y a YouTube, etc., selon le classement fait par Alexa. C'est-à-dire comment faire pour poster la production de contenu en Algérie. La deuxième question, nous avons quelques expériences de l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Nous avons l'ADN. Malheureusement, le site a été hébergé à l'étranger. La deuxième, les préinscriptions au baccalauréat, au bachelier, qui pour le moment est réussi. Et aussi, nous avons, on peut dire, la carte Shiba. C'est-à-dire, pourquoi on a réussi dans ces domaines et dans d'autres, ça traîne. Je vous remercie. C'est M. Ben Baraka, je suis enseignant à Polytechnique. Je suis directeur exécutif de l'association des diplômés d'école polytechnique. Mais ce que je veux dire là, c'est plutôt les réseaux sociaux. J'ai créé sur le Facebook l'association des ingénieurs algériens. Nous sommes près de 14 000. C'est ce que j'appelle moi les applications citoyennes. C'est le premier point. Le citoyen doit sentir ce que les technologies de l'information et de la communication lui apportent pour lui dans sa vie quotidienne, sa famille, etc. Si on faisait un sondage à l'entrée des grandes villes en Algérie pour savoir où vont les gens quand ils vont en ville, dans 80% des cas, c'est pour des documents. Le principe fondamental de la cybernétique, c'est l'information qui va vers l'utilisateur. En Algérie, c'est l'inverse. C'est toujours le citoyen qui va vers l'information. Donc les applications citoyennes sont fondamentales. Le second point sur lequel j'insiste, c'est la création de cette structure. Moi, je lui ai donné un nom. C'est une délégation, parce qu'elle agit par délégation du pouvoir politique. Et c'est uniquement par cette délégation qu'elle peut influer sur les ministères. Les technologies de l'information et de la communication sont horizontales. On ne peut pas, et c'est Khaled l'a dit, concevoir un ministre qui donne des instructions à un autre ministre. Je ne cite pas de nom, mais enfin, il y avait des ministres très puissants qui n'accepteraient jamais que le ministre du MPTIC leur donne des ordres. Je crois que l'erreur fondamentale qui nous a fait prendre du retard dans ce domaine, c'est la création d'un ministère des postes techniques, des technologies de l'information et de la communication. Nous avions un train qui circulait avec quelques wagons des postes et de la télécommunication. On a gardé la même locomotive et on a ajouté des wagons. Ça ne pourra jamais marcher. Mon expérience, les pays dans lesquels j'ai travaillé, mon expérience à l'UNESCO, la plupart des pays qui sont développés dans ces technologies ont commencé par un commissariat, une délégation. En France, c'était une délégation, c'est le papa d'Allègre qui l'a dirigé. C'est une fois que ces technologies ont réussi qu'on a créé des ministères, mais c'était pour le numérique global. C'était pas uniquement Internet, c'est la télévision, c'est bien autre chose. À mon avis, si le MPTIC perdure, il y aura des difficultés à franchir les étapes essentielles qui nous attendent. Actuellement, si on essaie d'être objectif, la Poste a régressé et les TIC n'ont pas progressé. Il faut renverser la vapeur. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci. Ok. Ce qui ressort de la présentation qu'on vient d'avoir et de vos interventions, à mes yeux, encore une fois, c'est qu'il y a deux problèmes fondamentaux auxquels on fait face. Il y a un problème qui est structurel, on en a parlé, qui est celui de cette horizontalité de tout ce qui est information. L'information, comme l'argent, comme l'énergie, sont des fonctions horizontales. Et donc, il faut les traiter en tant que telles. Elles sont naturellement, elles ont cette nature fondamentale. Et donc, on ne peut pas les saucissonner et créer des règles pour pouvoir gérer cette horizontalité. Ça ne peut pas fonctionner et à long terme, ça crée de la complexité. Donc,
ce besoin de cohérence doit être rétabli. Il n'est pas politique, il n'est rien du tout, il est inhérent à la matière elle-même, qui est l'information. Ensuite, il y a, à mon avis, un problème de gouvernance et de vision globale. Quand on parle de vision, on ne parle pas de vision uniquement du point de vue des TIC. La vision, elle est au niveau de toute l'industrie, de toutes les industries. Quelle est en fait cette vision de l'Algérie que l'on veut projeter. Là, on parle, par exemple, et il y a des complexités réelles ici qu'il faut. Par exemple, l'état civil, il faut savoir qu'en Algérie, l'état civil date de 1850. C'est un des premiers pays au monde qui avait un état civil. Mais il avait un but bien déterminé, c'était de brouiller les pistes. Donc l'état civil, la toponymie, etc. sont absolument fondamentales pour la résolution de ces problèmes. Donc avant de mettre de la technologie sur ça, il faut résoudre ces problèmes. Les noms qui sont d'une même famille qui s'écrivent différemment en français sont énormes, ça crée des problèmes au niveau de l'héritage. Donc ce n'est pas aussi facile. Donc il faut une vision, une volonté politique, d'abord pour régler ces problèmes à la source, ensuite mettre de la technologie pour créer de l'efficacité, pour créer de l'accès, pour créer des processus qui sont simples et gérables. Ensuite, cette compartimentalisation des structures fait que les règles se multiplient, sans cohérence propre. Chacun crée ses propres règles. Et en fait, lorsqu'on a cette horizontalité, on a des collisions entre les règles. Et il faut lever ces indéterminations. Donc, elles ne sont pas uniquement technologiques, elles relèvent du politique, elles relèvent du social, elles relèvent de différentes dimensions de l'activité. Et je pense qu'Ali a bien démontré ces problèmes qu'on a au niveau des technologies de l'information et de la communication. Donc, avant de penser ordinateur, etc., il y a aussi à penser et à avoir une pensée beaucoup plus abstraite qui est basée sur d'autres éléments pour pouvoir dégager par la suite une stratégie, une politique de la gouvernance des technologies de l'information et de la communication. J'espère avoir été fidèle et je vous remercie de votre attention. Merci à tout le monde et je vous donne rendez-vous, je pense, le prochain petit déjeuner. Lila, à quelle date a lieu le prochain petit déjeuner, s'il vous plaît? Le 7. Hein, elle n'est pas là. Le 7 octobre. Le 7 octobre, c'est ça, le 7 octobre. Ça sera aussi autour des technologies de l'information. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Ali. Merci. J'ai une déception extraordinaire. J'ai toujours été ambitieux, mais quand je vois l'Algérie reléguée au dernier rang, il y a une année de ça, pour les Brahimi nous avait dit qu'en 83, l'Algérie, sur le plan politique, dépassait de loin toute chose. Est-ce qu'on peut avoir la présentation? Oui,
ولو عند الباب قولي له صح. Et donc, je veux aller dans la création de l'association physique, cette intérieur, à le site, etc. Et ça fait beaucoup de Je vous appelais, je m'entendais. Ah, non. Ça y est, c'est réglé avec. Là, il est malade, il discute, il a fait un doctorat. On est des enseignants à HEC. Et on travaille justement sur les questions de doctorat. D'accord, ok. Je disais en fait, on comptait organiser une journée d'études justement sur le on va vous faire parvenir la date exacte. On va faire même un séminaire national. Vraiment le dire. Merci beaucoup. Alors. D'accord. Laissez-moi le faire.
vous envoie les retraits. Non, regardez, c'est pas les gars. Non, je diffuse. Merci beaucoup. Si naturalisé, la structure antérieure. S'il y a des peines infamants, si la dette est réglée. Mais là, c'est cette bureaucratie qui génère la corruption. Vous êtes la présentation. Vous avez fait. Ibn Hamadi qui était aidé hier qu'ils vont me faire apprendre à faire la grimace. Donc je suis au courant parce que la comptable صرفت عليه. وصل البريزيدون دو نحاول الديريكتور تاع سيليست، نحاول الديريكتور تاع ليبي، نحاول تاع اليو اس تي اش بي، نحاول تاع الانستيتي، نحاول تاع سيلي تيليكوم، نحاول المينيستر، نحاول لي تات. مي الانتيريور الميكانيزم اللي هضر باللي